Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur Global Africa Télé Sud. Panel Hebdo, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses et décryptages sur quelques grands faits de l'actualité de la semaine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Idrissa Ouazziri, notre invité spécial. Idrissa Ouazziri, bonjour. Bonjour Francis. Idrissa Ouazziri, vous êtes co-coordinateur de l'initiative Coalition Sahel Démocratie. Quelques mots sur cette coalition ? C'est une coalition que nous avons créée avec nos amis du Burkina Faso et du Mali pour travailler ensemble au retour de la démocratie dans notre pays, puisque nous avons aujourd'hui une situation qui est la même. En face, nous avons l'AES, mais nous avons décidé de mettre en commun nos forces pour que la démocratie puisse revenir. Et donc, nous avons mis en place cette coalition qui regroupe non seulement des politiques, des acteurs de la société civile, des journalistes et surtout la diaspora européenne, mais aussi avec des relais à l'intérieur de nos pays. Je précise que vous êtes originaire du Niger, que vous avez été conseiller spécial à la présidence de la République du Niger, sous la présidence du président renversé Mohamed Bazoum. C'est exact. Et lorsque vous évoquez dans cette coalition, il s'agit d'une coalition qui regroupe des ressortissants du Niger, du Burkina Faso et du Mali, bien entendu. Merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes entourés de l'équipe de chroniqueurs permanents. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alfred Sangolokoko. Bonjour Alfred. Bonjour Francis, et puis bonjour à nos spectateurs, téléspectateurs. Alfred Sangolokoko, maître de conférence à la Sorbonne. Vous êtes analyste politique. Guy Debal est avec nous, bien sûr. Guy Debal, consultant en entreprise, analyste politique. Bonjour Guy. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Et Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar Média, analyste politique. Bonjour Francis. Et j'ai la coutume de dire ici que vous êtes un peu notre caution journalistique en fait. Oui, on essaie. Vous me donnez beaucoup d'attention, on va dire. Au sommaire de cette édition, nous allons parler de la crise de l'éducation et les conséquences de la déscolarisation en Afrique. Et nous parlerons de l'épreuve des élections législatives anticipées en France et également du Niger, double peine pour l'ancien président Mohamed Bazoum. On commence avec le Niger justement. Le 14 juin dernier, la Cour d'État du Niger a ordonné la levée de l'immunité du président Mohamed Bazoum, renversé, on se souvient, par un coup d'État. C'était le 26 juillet 2023. Et le désormais ancien président, séquestré dans la résidence présidentielle avec son épouse depuis ce coup d'État, devrait donc être jugé prochainement. Il est accusé de haute trahison, de complot contre la sécurité de l'État et de soutien au terrorisme, des accusations rejetées par ses avocats qui dénoncent notamment une détention illégale et arbitraire et l'instrumentalisation de la justice par la junte militaire. Alors Idrissa Ouazziri, alors on se dit voilà, c'est une double peine pour le président Mohamed Bazoum qui d'abord a été renversé par un coup d'État dont on cherche toujours les causes et les motivations, et puis qui désormais donc doit subir les foudres de la justice avec des accusations fortement contestées par ses avocats. Vous parlez de double peine, je dirais triple peine. D'abord une peine générale pour le Niger et son peuple. Voici un pays qui a réalisé une alternance démocratique, un pays qui, dans son histoire, a connu pas moins de 5 renversements de régime. Le peuple nigérien a vu cette alternance démocratique venir, donc on a eu de l'espoir que pour une fois, nous allons tourner le dos à ces types de régimes qui ne présentent aucune alternative crédible en termes de développement économique et social. Le président Mohamed Bazoum, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été élu démocratiquement par un engagement qu'il a pris, donc un programme très ambitieux qui, à terme, permettra au Niger de connaître un développement. Élu en 2021. En 2021, qui a succédé au président Issoufou Mahamadou. Donc c'est un coup d'État que les analystes les plus sérieux n'ont pas vu venir. Pour une raison toute simple, c'est que le président Bazoum a su trouver une approche juste pour lutter contre l'insécurité, qui était la menace la plus récurrente dans cette région. Voyez-vous, aujourd'hui, les pays comme le Burkina Faso et le Mali étaient des pays qui, moi je me souviens, puisque quand il y a eu l'investiture du président Mohamed Bazoum, tous ces pays étaient à Niamey parce qu'ils voyaient venir quelqu'un qui avait une vraie connaissance de la question sécuritaire. Et donc, ensemble, il était question d'unir nos forces pour que l'approche du président Mohamed Bazoum puisse contribuer à aider nos pays pour sortir de cette question d'insécurité. On parle d'une levée d'immunité du président Bazoum. Dans notre législation, il faut retenir qu'à l'état actuel,
la Constitution, même si elle est suspendue, ne permet pas de juger le président Mohamed Bazoum. Cette cour qui a levé son immunité a été créée au lendemain du renversement du président Bazoum. Elle a été créée, dans le seul objectif, justement, de lever cette immunité du président Bazoum. Donc, c'est un procès à l'emporte-pièce dans lequel les avocats du président Bazoum n'ont pas eu accès à lui, n'ont pas pu prendre la parole pour le défendre efficacement. Nous sommes là donc devant un simulacre de procès et ça ne présage de rien sur l'avenir de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité non seulement de libérer le président Mohamed Bazoum, mais de travailler au retour de la démocratie, parce que ces genres de régimes ne sont porteurs d'aucun espoir pour notre peuple. Alors, comment expliquer cet acharnement tout à fait singulier contre le président Mohamed Bazoum? Parce que, bon, le coup d'État intervenu au Niger, désormais, ressemble, disons, fortement à ce qu'on a connu au Mali précédemment, à ce qu'on a connu au Burkina Faso. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été à l'époque renversé, mais laissé en liberté. Enfin bon, il est décédé depuis de sa belle mort. Au Burkina Faso, le président Christian Kaboré a été également renversé, mais il jouit de sa liberté aujourd'hui. Il n'y a que dans le cas du Niger où on a vu un président renversé, séquestré, détenu dans des conditions qui sont considérées, comme beaucoup d'observateurs, comme absolument sordides et abominables. Et puis aujourd'hui, cet acharnement judiciaire contre cet homme. Pourquoi cet acharnement, justement? Mais déjà, il faut parler des causes qui ont produit le coup d'État. Nous parlons de coup d'État pour convenance personnelle. Vous avez parlé du coup d'État au Burkina Faso. Je pense qu'il y avait des signaux qui laissaient présager ce genre de démarche. Au Mali, je pense que c'était pareil. Au Niger, il n'y avait aucun signal qui puisse penser, qui puisse laisser à croire qu'un coup d'État pourrait intervenir. La classe politique nigérienne jouait son rôle et il n'y avait pas de crise politique majeure qui pourrait justifier un renversement de régime, de pouvoir. Et je me souviens, le lendemain de ce coup d'État, le général Tchani a dit qu'ils ont pris le pouvoir pour, comment on appelle ça, pour répondre à l'aspect sécuritaire qui s'était dégradé. Je tiens à préciser que le général Tchani était commandant du corps de la garde présidentielle durant les 12 années, puisque le PNDS du président Mohamed Bazoum, avant Mohamed Bazoum, il y avait 2 mandats du président Issoufou Mahamadou. Il était donc avec nous durant ces 12 années. Donc l'argument, nous parlons plutôt de coup d'État pour convenance personnelle. Aujourd'hui, cette séquestration, aujourd'hui, n'a de but que d'humilier quelqu'un qui, décidément, gênait, qui avait une approche qui était une approche convaincante vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Aujourd'hui, le Niger est isolé et c'est bien dommage. Vous irez sans vouloir vous interrompre. Moi j'ajouterais un autre fait, c'est-à-dire que depuis le coup d'État, Mohamed Bazoum n'a pas renoncé, parce que c'est ça le problème, le militaire n'a pas démissionné, ils veulent le pousser à démissionner, et comme il est légitime, qu'il a été élu démocratiquement, il n'y a aucune raison pour qu'il renonce justement à sa charge, quitte, n'est-ce pas, à aller jusqu'au terme de son mandat. Donc ça gêne beaucoup les militaires, parce qu'au fond, ils se disent, nous avons fait le coup d'État, mais les partenaires hésitent encore pendant un moment, ils ont beaucoup hésité. Bon, maintenant, tant que Mohamed Bazoum sera cohérent, résistera, tiendra fort, évidemment, il y a des vexations comme ça, des humiliations qu'on tente contre lui, mais qui n'ont aucun sens. Ça, c'est d'un. De deux, ça finit par donner, effectivement, vous avez utilisé le terme qui convient, c'est l'acharnement. Et au fond, dans l'opinion internationale, c'est ça qui est perçu. Et les militaires voudraient en sortir là. Et d'ailleurs, même le chef d'accusation, on croirait rêver. Qu'est-ce qui a interrompu l'ordre démocratique au Niger? Ce sont ces putschistes-là. Vous voulez dire qu'il est très curieux que ceux qui ont interrompu l'ordre constitutionnel et donc qui ont commis un crime de haute trahison, parce que c'est un délit majeur. Absolument. Et aujourd'hui, donc, finalement, accuse celui qui a été renversé, la victime de ce coup d'État de haute trahison. Exactement. C'est une sombre ironie. Mais absolument, absolument. Et donc, je dirais, s'ils se regardaient un peu dans le miroir, ils se diraient, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Il était le président élu, il était en place. Nous avons commis cet acte justement de trahison. Mais comme ils sont dans leur logique, ils s'enferment dans cette logique-là jusqu'au bout, eh bien,
il continue justement à chercher à faire à briser la résistance du président Mohamed Bazoum. Avant de vous écouter, Guy, Idrissa Waziri, est-ce que, je veux dire, quand on observe finalement la manière dont tout cela se déroule, est-ce que, je veux dire, au-delà de l'acharnement, Mohamed Bazoum n'est pas devenu le bouclier finalement de la junte militaire? Alors, d'abord, je tiens à saluer ce que Guy a dit, je ne l'ai pas souligné. Il faut saluer il faut saluer la résistance du président Mohamed Bazoum qui, justement, parce qu'il refuse de démissionner, ne peut pas être traduit devant un tribunal. Notre constitution est claire, elle ne peut juger que les anciens chefs présidents de la République. Donc, ce n'est pas son cas aujourd'hui. Il n'y a aucun texte au Niger qui permet cela. Aujourd'hui, le président refuse de démissionner et bouclier pour la junte. Je pense qu'il démissionne ou pas n'aurait finalement rien changé. Ils sont déterminés parce qu'ils ont pris le pouvoir pour des motifs personnels. Le Niger, en tout cas sur l'aspect sécuritaire, puisque c'est le mobile qu'ils ont mis en avant pour prendre le pouvoir, était un havre de paix dans un environnement lui-même bouillant. On voit le Mali à côté, le Burkina Faso. De tous ces pays, ils étaient envieux de notre stabilité sécuritaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de maintenir le président Bazoum. Et j'espère, et je le dis, aujourd'hui, il est en arrêt, il est aujourd'hui persécuté, harcelé, sur le silence complice des hommes politiques, aussi bien à l'intérieur de notre pays, en Afrique et dans le monde. Il est important justement qu'on se mobilise pour obtenir sa libération. On peut s'étonner d'ailleurs du silence de la CEDEAO sur la décision de la levée de l'immunité parlementaire de Mohamed Bazoum. La CEDEAO qui avait réclamé quelques mois plus tôt d'ailleurs sa libération, c'était en décembre de 2023, mais aujourd'hui c'est un grand silence, comme si on cherchait à ménager en quelque sorte la junte au pouvoir, non? Je pense que la CEDEAO non seulement a eu le courage, la Cour de justice de la CEDEAO, de demander à ce que le président, elle a rendu une décision, dans laquelle elle a demandé à ce que le président non seulement soit libéré, mais qu'il soit rétabli dans ses fonctions, puisqu'il est encore légalement le président de la République du Niger. Mais aujourd'hui, face en tout cas à cette situation, je n'ai pas vu de réaction officielle de la CEDEAO, mais je sais que la CEDEAO aujourd'hui est dans une démarche non seulement de ramener les militaires au sein de la CEDEAO comme cadre d'intégration, mais aussi de permettre la libération du président Mohamed Bazoum. Je pense que la CEDEAO ne peut pas oublier le président Bazoum. Je n'ai pas connaissance d'un communiqué officiel, mais je pense qu'ils y travaillent. Vous pensez qu'il y a une diplomatie discrète qui fonctionne, enfin, qui est en mouvement dans ce sens? Normalement, oui, parce que vous savez, lorsque les sanctions ont été levées contre le Niger, il y a eu un engagement qui était de lever les sanctions contre la libération du président Mohamed Bazoum. Ces engagements-là n'ayant pas été tenus, je pense que la CEDEAO travaille par un canal diplomatique. En tout cas, personnellement, je n'ai pas connaissance des dessous de ces discussions-là, mais il est important de le rappeler et de le souligner. Oui, mais je voudrais dire aussi par rapport à la CEDEAO, je pense que l'élection du Sénégal et le départ de Macky Sall a bouleversé aussi la vision, l'attitude de la CEDEAO. À l'intérieur, il y a quand même des divisions entre ceux qui sont pour le président Bazoum et d'autres comme Faure qui sont pragmatiques, qui sont derrière du Togo, Faure Gnassingbé du Togo, qui sont auprès de la junte. Ça, c'est un. Des deux, cet embarras, évidemment, est lié au fait que... Alors, il y a des présidents comme Talon, évidemment, du Bénin, qui était vent debout et qui continue à espérer. Et puis, on a vu le Bassirou Diomaye Faye qui a essayé de jouer l'intermédiaire, mais il s'est pris un vent... il essaye toujours, il n'a pas renoncé. C'est ça, mais il s'est pris quand même un vent terrible, comme ça, au Burkina et au Mali, et donc il continue, mais pour les ramener dans le giron, je ne vois pas comment ces putschistes vont sortir de l'AES, sinon, quitte à se renier, alors à ce moment-là, mais comme ils ne veulent pas se renier, je vois très mal comment ils vont revenir dans la CEDEAO, à moins que, de manière assez lâche, de part et d'autre, qu'on trouve un compromis, mais pour le moment, pour moi, c'est le statu quo. L'AES étant l'Alliance des États du Sahel. Exactement. Composée du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Guy, à vous? Oui, alors moi, je voudrais faire un petit commentaire qui sera pour le coup... pas complètement basé sur des arguments constitutionnalistes, ni non plus légaux, mais un commentaire un peu plus général. Donc la situation du président Bazoum, elle est évidemment tragique.
D'autant qu'il n'y a pas que lui, il y a sa femme, son fils a été libéré, mais il y a sa femme qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans une situation difficile. Je voudrais quand même élargir le débat, vous avez absolument tout dit. Comment est-ce possible que, encore en 2024 aujourd'hui, alors que les indépendances remontent, et donc je renvoie tout le monde à votre livre, notamment Blues démocratique, pardon, les indépendances françaises remontent, enfin des pays francophones notamment, mais des pays d'Afrique remontent à 60, 70 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, en 2023, mais peut-être encore aujourd'hui, il y ait des coups d'État? Ça, c'est une vraie question qui ouvrirait un débat assez large. Mais plus spécifiquement, sur le Niger, ce que vous dites est sûrement très vrai. Je ne connaissais pas bien la situation du Niger. Mais une question que je me pose, c'est est-ce que la population partageait le même constat que vous? Parce qu'une analyse que j'ai l'habitude de partager, c'est que les coups d'État ne sont possibles qu'avec l'assentiment, justifié ou non, d'un ressentiment populaire. C'est ça. Et donc, voilà, est-ce que vraiment... C'est une question intéressante. Déjà, ça. Et sur le plan constitutionnel, malheureusement, mon commentaire, je vous laisserai donc répondre à ma question, mais sur le plan constitutionnel, malheureusement, je pense que la situation du président Bazoum est un peu délicate. Vous disiez notamment qu'il n'y avait pas de crise politique au Niger, comme on a pu l'observer au Mali avant le coup d'État. Bien sûr. Non, il est clair que lorsqu'il y a des renversements de régime, il y a un échec quelque part. Il y a naturellement la responsabilité des hommes politiques, mais il y a aussi, je pense, chez nos concitoyens, l'absence d'une conscience politique. C'est important de savoir que les renversements de régime, aussi bien chez nous et ailleurs, ne sont pas la règle. Nous parlons de démocratie aujourd'hui. On le voit aujourd'hui dans tous les pays. L'effort, c'est que le pouvoir appartient au peuple qui le délègue à qui ils veulent. Lorsqu'il y a des renversements de régime, aussi bien au Niger qu'ailleurs, c'est très difficile d'apprécier le ressenti du peuple. Par exemple, il n'est pas possible pour des gens qui, hier, ont voté massivement pour le président Mohamed Bazoum, de sortir dans la rue pour lui apporter son soutien. Le 26 juillet, lorsqu'il y a eu le coup d'État, des gens ont tenté de faire un rassemblement comme ça au siège du parti du président Mohamed Bazoum. Ce rassemblement, non seulement a été dispersé, mais le siège a été incendié. Vous voyez, donc dans ce genre de conditions, les seuls à même de faire des rassemblements, et c'est ce qui trompe l'opinion à l'international, ce sont les militaires. Et ils ont les moyens de l'État pour commanditer ces genres de rassemblements. Et ici, on regarde ça en disant, ah ben vous voyez, ces gens-là, finalement, ils ont le peuple derrière eux. Mais le peuple, son expression, je suis sincèrement, moi c'est comme ça que j'ai appris, en tout cas, à évaluer le ressenti d'un peuple devant une question. Ça se fait dans les urnes d'une manière organisée, d'une manière démocratique. Dans la rue, on ne peut pas évaluer quel est l'assentiment du peuple devant une question d'une telle importance. C'est absolument fondamental ce que vous venez de dire, Ouaziri. Dans la mesure où on a vu au Mali, le peuple malien, en tout cas les Bamakois, Bamakoises, descendre dans la rue pendant longtemps contre Ibrahim Boubacar Keïta. Mais au Niger, ça n'était pas le cas, justement, parce que le coup d'État a pris tout le monde de court. Absolument. C'est ça la différence pour moi. Et donc, il n'y a pas, par rapport à la règle que tu formules, Guy, ça ne marche pas pour le cas du Niger. Parce que personne ne s'attendait à ce coup d'État-là. Absolument, parce qu'il n'y avait pas de crise politique. Et les partis de l'opposition comme de la mouvance, c'est-à-dire aujourd'hui, personne ne les a vus. Parce que, vous voyez, les rassemblements, ce n'est pas quelque chose qui est fait à huis clos. S'il y avait une tension des rassemblements, ça se serait su. Je pense que les médias allaient faire des reportages. Mais au Niger, le président, à peine installé, il a reçu les acteurs de la société civile, les différents courants politiques, religieux et tout. Donc, il y avait vraiment une stabilité politique à même de s'attaquer à l'essentiel, qui était l'hydre terroriste, qui était le problème de l'insécurité. Et sur ça, il a trouvé une approche qui faisait vraiment que le Niger, en tout cas, demeurait ce havre de paix, parce que le président Bazoum, quand même, avant d'être président, il était ministre des Affaires étrangères, puis ministre de l'Intérieur. Donc c'était une question sur laquelle il avait quand même un minimum de connaissances. Et sa problématique était bonne. Et malheureusement, il y a eu ce coup d'État, et je le dis encore une fois, pour des convenances personnelles, strictement personnelles. On va écouter le commentaire de Grégory Sileni, pardon. Ce que j'observe, et pour ne pas faire de la redondance par rapport à ce qui a été dit,
auquel je souscris totalement, c'est que finalement, on peut être profondément attristé par la situation pour 2 raisons. Parce que, comme ça a été dit, et je pense qu'il faut encore le souligner et bien le mettre en exergue, c'est qu'il y avait une première transition démocratique qui avait lieu au Niger et il y avait beaucoup d'espérance en la personne de Mohamed Bazoum. Et en plus de cela, on sait très bien que le Niger est très connu pour notamment ses réserves d'uranium. Et il y avait cette production de pétrole via cette société chinoise qui pouvait permettre de l'espérance et un développement économique. Donc il fallait vraiment cette assise au pouvoir et cette continuité pour le Mohamed Bazoum. Et tout ça s'est mis en péril, on le voit encore aujourd'hui avec l'actualité où le régime putschiste refuse d'ouvrir les frontières avec le Bénin. Et on voit bien que ça ne sert pas l'intérêt de la population, parce qu'on oublie surtout les mots les plus importants, c'est l'intérêt général et l'intérêt de la population. Et là, c'est totalement galvaudé par ces principes et ces agissements au pouvoir. Évidemment, tirer quelques conclusions provisoires sur ce sujet. Idrissa Waziri, comment vous voyez finalement la suite du dossier judiciaire de Mohamed Bazoum ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de suite sur ce dossier. La suite, c'est qu'on se mobilise aussi bien au Niger, que ce soit les institutions comme la CEDEAO et tous les partenaires du Niger, et les Nigériens en premier. J'espère que les hommes politiques nigériens feront preuve de courage. On peut être du même parti que le président Bazoum, on peut ne pas l'être. Mais lorsque des principes démocratiques sont bafoués et qu'on se dit démocrate, on se doit de s'élever. Vous savez, l'injustice, où qu'elle est commise, est une faute grave. L'injustice n'a pas droit de citer. Cautionner l'injustice, c'est faire preuve vraiment de faiblesse, à mon avis. Et je pense que le président Bazoum doit recouvrer sa liberté le plus rapidement possible pour qu'on puisse vraiment recoller les morceaux de ce qui reste aujourd'hui du Niger, qui est un pays très enclavé, un pays pauvre. Parce que là, nous parlons de la situation du président Bazoum. Mais ceux qui payent l'addition, encore une fois, il faut le préciser, c'est le peuple nigérien. Nous avons aujourd'hui une inflation record. Il vient de parler de la fermeture de la frontière avec le Bénin. Vous savez, nous, notre port naturel, c'est le port du Bénin. Aujourd'hui, parce qu'il manque de vision, parce qu'il manque d'intensité, ces militaires bloquent la frontière avec le Bénin. Ils disent vouloir faire payer le président Talon. Alors que l'inflation, elle est record. L'autre corridor par le Togo et le Burkina est quasiment impraticable. Donc, ceux qui payent l'addition aujourd'hui, c'est notre peuple. Donc, les gens doivent s'élever. Et parce que, faute de rapport de force, ces militaires sont en capacité de tout essayer. Donc, je pense qu'il faut un réveil citoyen, une conscience citoyenne pour que la démocratie puisse revenir dans notre pays. Et sur la question sécuritaire, quelques mots, où en est-on aujourd'hui ? La situation sécuritaire s'est complètement dégradée. Vous savez, il faut pas se mentir, nous avons des partenariats avec des pays qui nous apportent renseignements, infrastructures, armements. La première conséquence de ce coup d'État, c'était de dire aux Français « partez ». Dire aux Français « partez », mais ils font appel à qui ? À la Russie. Et qui, de mémoire d'homme, se souvient d'un pays africain aux États-Unis aussi de partir. Mais qui a vu de mémoire d'homme, en tout cas se souvient de mémoire d'homme, d'un seul pays africain à qui la Russie a prêté main forte pour qu'il puisse, ne serait-ce lutter contre peut-être même une insécurité résiduelle au niveau de sa capitale. Ça n'existe pas. Donc pour parler développement, la Russie n'est pas le bon partenaire. La Russie n'envoie pas de soutien, en tout cas en termes de développement économique et social, elle envoie des Wagner, c'est-à-dire des supplétifs, des mercenaires, qui coûtent très très cher, qui coûtent parfois entre 10 000 euros par homme, alors que nous avons une armée qu'il faut juste soutenir, organiser, structurer, faire l'effort, en tout cas, d'enseigner, d'inculquer des valeurs pour que l'armée puisse renoncer définitivement au putsch. Les putschs sont vraiment des choses qu'il faut combattre définitivement parce que ça mine le développement des pays. Voilà. Non, mais il faut une armée républicaine et puis au Niger qui respecte justement les règles constitutionnelles. Et puis aujourd'hui, leur crainte effectivement de libérer Mohamed Bazoum, c'est qu'ils reviennent au pouvoir, c'est qu'ils mobilisent la population contre eux. Donc ils vont continuer à s'acharner sur lui, ce qui est véritablement dommage pour le Niger. En un mot, je pense que le coup d'État a été probablement assez singulier puisqu'il venait un peu de l'intérieur et d'un homme qui a été, qu'on peut associer légitimement au pouvoir depuis 12 ans. Mais la situation telle que je l'observe, moi, de l'extérieur,
devrait, de mon point de vue, conduire à un espèce de réalisme politique. Je ne suis pas très certain. De la part de qui ? De la part des autorités nigériennes, mais également de la part du camp Bazoum. On a rarement vu des putschistes. Qu'est-ce que vous attendez du camp Bazoum ? Je ne comprends pas votre de réalisme politique. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? En refusant de démissionner, ou je ne sais pas s'il y a des discussions ou pas, mais je pense que le président Bazoum espère peut-être une issue démocratique, ce qui est légitime de sa part. Un coup d'État. Oui, non, mais un rétablissement de l'ordre constitutionnel qu'il estime avoir été brisé, sauf que on a rarement vu l'histoire. Tu es quand même d'accord que l'ordre constitutionnel a été bafoué par les putschistes. Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas plus stratégiquement intéressant pour le clan Bazoum de négocier ou d'obtenir sa libération et peut-être son extradition. Un renoncement à la présidence déjà sa sécurité, ce qui serait quand même assez important. Et sa sécurité lui, est à assurée. l'extérieur. Tant qu'il est à la présidence, sa sécurité est assurée. Moi, rapidement. Je suis disruptif, mais parce que cette situation me semble tellement. Je pense que vous apportez une réponse. Tellement singulière. Je vais essayer de répondre, mais bon, l'Afrique ne se fera pas avec les renoncements. Je pense que lorsqu'on a des valeurs et qu'on a été élu par son peuple via une élection démocratique, on a été élu par son peuple, on ne peut pas s'élever, c'est-à-dire une partie de l'armée vous met dans un palais, dans une chambre, elle vous enferme et vous dit tenez le papier démissionner. Ça veut dire que l'Afrique ne se réalisera jamais. Non, il faut saluer le courage du président Bazoum qui résiste, qui refuse de démissionner. C'est important, non. Parce que son courage, mais excusez-moi, il a pris en tout cas sur lui. C'est d'ailleurs pour ça que nous-mêmes, nous devons faire le maximum pour obtenir sa libération. Parce que c'est un homme qui est séquestré. Ça fait 10 mois, 4 mois, il est resté sans eau ni électricité. Il n'a pas accès à sa famille, il n'a pas de téléphone. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui sont capables de résister comme ça. Donc, il résiste pour des raisons simples. La démocratie. On va conclure. Et parce qu'il aime son peuple et son pays. Donc, il ne peut pas démissionner comme ça. Je vais vous dire une chose et je veux vraiment finir là. Je vais vous assurer que lorsque des militaires décident de prendre le pouvoir, qu'ils démissionnent ou pas, nous ne pouvons pas anticiper de la réaction de ces militaires. Qui vous dit que s'ils démissionnent aujourd'hui, ils vont le libérer ? Personne, on n'a aucune garantie. Lorsque la règle du jeu est bafouée, il faut se battre pour que chacun puisse respecter sa part du contrat. En tout cas, c'est une situation vraiment difficile. C'est la conclusion. Je pense que Grégory, qui n'a pas beaucoup parlé, peut-être d'un mot. Le régime est aussi tendu parce qu'il y a la symbolique des 1 an. Et je pense que forcément, on va en reparler parce qu'il y a quand même aussi un silence et un relatif mutisme au niveau de la communauté internationale. Et quand on va passer 1 an, s'il arrive à tenir, parce que c'est une résistance qui est en train de se passer au niveau de la présidence, je pense que ça va permettre en tout cas de donner et de renforcer le président Bazoum. Panel Hebdo, ce sont les regards croisés de nos invités qui nous livrent leurs commentaires sur quelques grands faits de l'actualité de la semaine. Et ça se passe sur Global Africa Télé Sud. Un autre sujet, messieurs, nous en avons parlé des législatives en France. Voilà, depuis, vous le savez, ces élections législatives anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron, en réaction aux résultats des élections européennes du 9 juin dernier. Alors, en pole position aujourd'hui, dans cette campagne électorale, bien sûr, on en croit les sondages, évidemment, l'extrême droite du Rassemblement national et le Front populaire, la coalition des partis de gauche. Alors, entre-temps, il y avait quelques psychodrames, quelques drames, notamment chez les Républicains à droite, où le président des Républicains, Éric Ciotti, a commis ce qui ressemble à une sorte de putsch contre son propre parti. On y vient. L'affaire n'est pas terminée. Alors, Grégory Sileni, vu le climat préélectoral, justement, on a l'impression que le pays tout entier est en proie à une fièvre inédite. C'est vrai que c'est très singulier ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport à la montée comme ça des extrêmes. Et on voit aussi... Qu'est-ce que vous appelez les extrêmes ? On a quand même le Front populaire qui, quand même, avec... en chef de file la LFI, qu'on le veuille ou non, même s'ils ont négocié en interne. C'est pas ce que dit le Conseil d'État. Vous prenez un narratif quand même très curieux, parce que dans la coalition de gauche, enfin, Front populaire, il y a plusieurs partis politiques, le Parti socialiste, et LFI n'est pas catégorisé extrême gauche, ne peut pas le Conseil d'État, justement. Oui. C'est une nuance de la gauche, dit le Conseil d'État. Alors, donc, voilà, si vous prenez le bloc de gauche que vous qualifiez d'extrême,
Et face au Rassemblement national, vous êtes en train de reprendre le narratif de ceux qui aujourd'hui combattent, combattent très clairement le Front populaire. Je pense qu'on ne peut pas faire fi de toute l'idéologie qu'il y a au niveau de la LFI, au niveau du discours. Mais ce n'est pas l'extrême gauche. Non, oui, c'est pas l'extrême gauche par rapport à la coalition. Oui, par rapport à la coalition, mais après on est obligé de faire quand même une analyse à l'intérieur de ce bloc, parce qu'il y a un bloc qui a une volonté de faire front, notamment par rapport au Rassemblement national, et c'est pour ça qu'il y a ces alliances qui, à mon avis, sont des alliances de circonstances. Mais si on analyse un petit peu plus politiquement, et je pense que c'est là qu'il y aura finalement deux temps dans ce qu'on est en train de vivre par rapport à ces législatives. Il y aura le temps de l'élection qui est une chose pour pouvoir accéder, pour avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y aura un second temps quand il s'agira de nommer un Premier ministre et de voir justement comment ça va se passer au niveau de ces alliances-là. On n'en est pas là. Oui, on n'en est pas là, mais en tout cas, on est obligé au niveau politique d'avoir cette temporalité. Encore quelques rebondissements, à ce qui ressemble quand même à un feuilleton tout à fait particulier, ce qui se passe en ce moment. On a presque, je dirais, on est parlant de la tragédie politique et historique. Idrissa, quel regard vous portez sur cette situation? Moi, la question que je me pose d'abord en premier, c'est il faut regarder à l'origine. Qu'est-ce qui était à l'origine de ces élections que nous aurons ici en France dans 10 jours, je crois. Est-ce que c'était nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Macron prend sur lui le risque de précipiter l'arrivée du Front National, qui est un parti dangereux au pouvoir en France. J'ai envie de vous répliquer du Rassemblement National, puisqu'il ne s'appelle plus Front National. Bon, la peinture a changé, mais le fond est le même. Je vous comprends. Je vous comprends. Le RN, le Rassemblement National, voilà. Donc, je pense sincèrement que je ne vois pas ce que cette élection peut changer pour le président Macron, en tout cas en termes de nombre de députés pour son parti à l'Assemblée nationale. Je suis certain qu'il ne va pas avoir le même nombre de députés. Il jouissait d'une majorité relative. Après les élections européennes, qui, pour moi, n'a pas les mêmes résonances qu'une élection nationale en France, il aurait pu vraiment construire une large coalition de gouvernement pour finir son mandat. Mais bon, le président Macron aime bien se frotter aux grands hommes, type général de Gaulle, je crois, et il a donc dissous. Maintenant, le risque que le Rassemblement national, excusez-moi, j'ai du mal à... Non, vous avez tout excusé. Le Rassemblement national arrive au pouvoir. Ça ne rassemble personne. Ça ne rassemble personne. Maintenant, je vois, il y a un peu d'espoir. Il y a un peu d'espoir dans le sens où il y a ce Front populaire, en tout cas, qui s'est mis en place, même si, là aussi, j'espère qu'ils arriveront à s'entendre. J'espère qu'ils arriveront à mettre de côté, en tout cas, les petites particularités, les petites ambitions pour jouer comment. Parce que ce qui se joue... c'est l'existence de la France comme grande nation de valeurs humanistes, grande nation qui parle au monde. Et si le Rassemblement national arrive tel qu'ils ont le programme, d'ailleurs on le voit, le programme n'est pas ficelé, chaque jour il y a des renoncements. Aujourd'hui j'ai vu que Jordan Bardella était au MEDEF sur son programme économique, il y a des choses qui changent puisqu'il y avait Éric Ciotti à côté. Ils étaient tous les deux en audition. Ils étaient tous les deux en audition. Donc il fallait trouver une petite synthèse pour gagner les élections, mais je pense qu'après les élections, c'est que les gens ne savent pas, c'est que là, le vrai programme va sortir et là, je pense que ça sera trop tard. Donc, j'espère vraiment que les uns et les autres vont se mobiliser en masse pour faire vraiment barrage au Rassemblement national. Alors, le vrai programme est déjà sorti. Alors, Alfred, je sais que vous êtes très, très préoccupé par le psychodrame auquel on assiste en ce moment. Mais absolument, mais qu'on peut inscrire dans l'histoire de la démocratie française, en tout cas des élections législatives françaises. Qu'on se souvienne de ce qui s'était passé entre 81 et 83, lorsque la gauche arrive au pouvoir. Et quand on regarde les projets de l'extrême gauche et de l'extrême droite, c'est dire on va raser gratis, et puis voilà. On l'a vu, les 101 propositions avaient débouché sur une impasse qui avait amené en 83 aux élections et puis à la cohabitation. Et donc, quand on fait ce bond à aujourd'hui, effectivement, on peut dire objectivement qu'il n'y avait aucune raison, donc aucune corrélation entre l'élection européenne et les contextes nationaux. Simplement, je crois que, le Front National avait en quelque sorte poser les termes justement de cette dissolution, mais que Emmanuel Macron aussi envisageait effectivement parce que, au vu d'un certain nombre d'impasses, des négociations, des discussions pour arriver à voter un projet de loi, une loi, etc.,
qu'il espérait effectivement faire exploser, au fond, la classe politique française. Maintenant, ce qui est en train de se passer, et malheureusement, quand on remet tout cela aussi en perspective, on s'aperçoit que, hélas, les médias mainstream d'un certain groupe ont tout fait pour justement qu'on arrive à, et c'est ce qui est en train de se passer, à faire comme s'il y avait d'un côté le nouveau Front populaire et de l'autre côté le Front national. Et qu'à part ça, au milieu, il n'y a plus rien du tout. Je pense qu'il y a une forme d'aberration, justement. Et comme, au fond, l'opinion à laquelle s'adressent les uns et les autres est sensible, au fond, non pas aux arguments de raison, mais aux arguments d'émotion, et c'est ce qui est en train de se passer, au fond, tout discours raisonnable maintenant ou après ne passera pas, et ce qui fait qu'il faut être vigilant, évidemment, pour faire que les gens puissent, en leur âme et conscience, se dire il n'y a pas que les deux extrêmes, le nouveau Front populaire, et puis là, ça manque singulièrement d'imagination. Hein. On est en 2024, on n'est pas en 1936. Hein. Alors, on veut trouver des symboles, des équivalences comme ça. Pour moi, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les plats. Mais les symboliques, c'est quelque chose. On est en politique. Oui, bien sûr, mais parfois, c'est frelaté. Hein. Les symboles en politique, c'est important. Oui, complètement. Voilà, et donc, pour moi, mais là, ça n'opère pas. Ça n'opère pas parce que c'est vrai qu'entre 1934 et 1936, entre le Parti socialiste était traité de... vous écoutez, c'est l'impasse finalement quand on vous écoute. Hein, mais on débouchera sur cette impasse-là, puisque aucun de ces partis qui est là n'aura la majorité absolue, et on tend vers ce qui se passe à la Knesset aujourd'hui, justement, l'ingouvernabilité, au fond, de la France, malheureusement. Est-ce que ce n'était pas déjà compliqué avant les Européennes, cette Assemblée nationale, où il n'y avait pas, il y avait une majorité relative pour le président, mais on a quand même assisté depuis 2022 à un spectacle assez pénible. Absolument. Oui. Et malheureusement, on va retomber dans cela. Je me dis qu'effectivement... Monsieur Macron, le président Macron, lui, vous dit que cette dissolution devrait servir à clarifier l'espace politique français. Est-ce qu'on assiste réellement à une clarification ou simplement, les masques tombent également? Que finalement, la classe politique se révèle telle qu'elle l'était déjà depuis pas mal d'années, quand même. Jupiter s'est trompé. C'est-à-dire un champ de ruines. Voilà, Jupiter s'est trompé cette fois-ci de diagnostic. Oui. Et malheureusement... Et s'est trompé pour lui, vous voulez dire bien sûr, bien sûr. Sauf que, ou peut-être que c'est ce qu'il espérait, c'est ce qu'il souhaitait justement, pour apparaître comme De Gaulle. Donc voilà, celui qui, à terme, voilà. Oui, écoutez, moi je me permets une petite virgule. D'abord, est-ce que vous alliez sur le commentaire Non, enfin, une petite boutade. Voilà, je cherchais le mot petite boutade. Non, mais je crois qu'on ne peut pas convoquer l'esprit démocratique en Afrique et en Europe ou en France particulièrement, dire oh là là, le président dissout, fait appel aux institutions, c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on soit un peu cohérent. Voilà, c'était la petite boutade que je voulais placer gentiment. Mais ce que je tenais à dire, c'est... Nous n'avons pas contesté. Oui, non, mais j'ai quand même noté vos commentaires assez sévères. Ne cherchez pas des querelles, là, il y en a pas. Non, c'est pas des querelles, c'est même pas des palabres. C'est même pas des palabres. Donc non, ce que je voulais dire, amicalement, ce que je voulais dire, c'est que, alors, je pense que le président a pris une bonne décision pour de mauvaises raisons. Il a voulu dissoudre en faisant un calcul politique, en se disant que la gauche serait éclatée et qu'on se retrouverait dans le schéma qui jusqu'ici lui a réussi, qui est un face-à-face avec l'extrême droite. C'était son calcul initial. Son calcul a échoué. Vous avez parlé des sondages, je pourrais en dire quelques mots après. Mais là où il a pris une bonne décision, c'est que le pays, depuis son élection, en réalité...
depuis 7 ans, depuis sa réélection, mais moi je remonterais même à sa première élection. Quelques mois après, il y a eu les Gilets jaunes, ça s'est terminé pas très bien. Et alors, le pays n'est... Alors, ne refaites pas l'histoire, s'il vous plaît, parce qu'il faut aller très vite. Alors, je vais aller très vite. Le chronomètre avance. Alors je pense où en est-on aujourd'hui, à quelques jours du premier tour de ces législatives, selon vous? Sur quoi vont déboucher ces législatives le 7 juillet prochain? Alors, mon analyse, elle est très simple, c'est que, au miracle, la gauche a fait preuve d'intelligence politique, et il faut le saluer. Alors, on peut appeler ça du cynisme, du calcul, on peut appeler ça ce que vous voulez, mais c'est de la politique. Et je constate, un peu comme vous, qu'il y a une réelle dynamique à gauche, qui était prévisible d'ailleurs, parce que, alors, excusez-moi, je vais quand même me référer aux 2 mandats d'Emmanuel Macron. Il y a un peuple, alors pas de gauche, mais un peuple français qui est habité par une fibre sociale qui est un peu orphelin depuis un certain nombre d'années. Et là, ces partis de gauche leur offrent l'opportunité incroyable de prendre d'une certaine façon leur revanche. Donc mon analyse, elle est simple, c'est que la gauche, la dynamique qu'on constate tous aujourd'hui va se poursuivre, et le Rassemblement national, il est à son niveau depuis quelques années. On risque d'assister. On y reviendra. On risque d'assister à un duel. Vous voulez dire finalement que les voix de gauche qui ont permis aussi les 2 élections de M. Macron, désormais, vont se reporter directement sur le Front complètement. Populaire, vont revenir à la maison. Bien sûr. D'ailleurs, je réponds un peu aux qualifications d'extrême gauche. Quand on a des personnes comme Dominique de Villepin ou d'autres qui appellent à voter pour la gauche, le Front Populaire, je ne pense pas qu'on puisse... Cela signifie quelque chose. Voilà. Et sur l'issue finale, pour aller vite, pour faire tourner la parole, je considère, je pense, qu'on va assister à une victoire de la gauche pour les raisons que j'ai indiquées, et aussi pour le constat que je porte aussi sur l'extrême droite. Donc vous aurez noté quand même qu'on ne parle plus du camp présidentiel. Donc voilà. J'ai rappelé justement que finalement, on fait comme s'il n'y avait qu'un face-à-face entre... Il existe où ce camp désormais? Il est au centre. Quel est son numéro de téléphone? Il est au centre, il est au milieu. Pour aller vite, quand on constate quand même l'extrême droite, l'extrême droite, elle est victime finalement de son absence de travail ces dernières années et d'une stratégie qui leur a bien marché jusqu'ici grâce au groupe qu'on ne va pas nommer, mais qui est une stratégie basée uniquement sur je qualifierais le Mozart de la politique, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'est pas si Mozart que ça, et qu'il a un certain nombre de défaillances, comme a pu le rappeler notre ami. Alors, Grégory Sileni qui va terminer, qui va conclure, en précisant que la France insoumise n'est pas l'extrême gauche. Non, ce que je veux un peu nuancer par rapport à ce que dit Guy et par rapport à ses ad hominem à l'égard du président Emmanuel Macron, ce qu'on oublie souvent dans ce système de quinquennat, quand même, c'est que le premier président qui fait un 2e quinquennat, ça on l'oublie très vite, depuis qu'on est passé au quinquennat au début du XXIe siècle, c'est une première chose. Il y a une chose aussi qui a été justement dite tout à l'heure par Alfred, c'est le fait que la France était ingouvernable, et ça donnait quand même une légitimité à ce qu'il y ait ces législatives, même si bien évidemment ça a perturbé, et on a vu tout ce qui s'est passé au sein des partis. Mais je pense qu'en fait, à terme, parce que là en fait c'est très très difficile de lire un peu ce qui est en train de se passer actuellement, il va y avoir clairement une redéfinition des partis en France. Et c'est ce qui est en train de se faire. Peut-être certainement une grande coalition qui va avoir à un moment donné, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, des pensées qui sont très extrémistes, qui existent aujourd'hui, bien évidemment, au sein du Rassemblement national, et aussi au niveau de la LFI. Et on voit aujourd'hui que les partis... Vous voyez des extrémistes partout, vous, en fait? Non, c'est une réalité. C'est une réalité parce que c'est malheureusement le ressentiment du peuple. Mais oui, parce que... Il faut conclure, Alfred. D'accord. Bon. Parce qu'on va parler d'éducation après aussi. Oui, c'est important pour vous. La conclusion, absolument. La conclusion, c'est simplement qu'on est un peu dans la redite de 2002 en réalité. C'est-à-dire qu'il y a ce sursaut républicain qui vient, cet appel entre guillemets du Front républicain contre le Front national. Effectivement, Guy, pour une fois, a raison de dire oui, la gauche va l'emporter. va l'emporter, ça c'est certain. Et que donc, vous vous associez donc à la prédiction ou aux prévisions de... Oui, sur cette prédiction-là, effectivement, quand on voit comment ça évolue, la dynamique est en place. On repassera cette émission après N'est-ce pas? C'est important. J'admire votre courage. Hein. N'est-ce pas? Je le salue. Alors, il faut aller
peut-être Idrissa, non, on peut parler d'éducation. Oui. Il a fait référence à Dominique de Villepin et je pense que dans ce moment de tension, qu'un homme, un gaulliste, sorte pour demander à ce que les votes se reportent sur le Front populaire. Il n'a pas dit forcément. Il a dit. Je trouve qu'il a fait preuve de courage. Oui. Là où je vois des hommes politiques parfois très gênés pour dire ça et je pense. Mais vis-à-vis de l'extrême droite, c'est une posture très chiracienne aussi. Exactement. C'était le combat. Par ces moments, moi je pense sincèrement. Référence à 2002. Pour qui connaît Dominique de Villepin, quand même, qui est l'homme qui a dit non devant la tribune des Nations Unies, quelqu'un qui est en retrait en tout cas de la vie politique, qui est aujourd'hui dans l'obligation de sortir parce que c'est un moment historique et qui dit clairement faites attention, il ne faut pas choisir le Rassemblement national, il faut regarder plutôt du côté. Peut-être que c'est ce que vous voulez dire. Il n'a pas appelé à voter, mais il dit le Front populaire. Sauf que de l'autre côté, alors il a demandé à voter, donc c'est très clair. C'est un engagement personnel très fort. Un engagement à saluer. Sauf que malheureusement, de l'autre côté, Serge Klarsfeld. Ça me tue, moi. C'est que le débat comment conclu, mais bon, là, vous allez ouvrir un autre front. N'est-ce pas? Comment il peut appeler à voter, choisir de voter pour le Front National? C'est vrai, comme vous dites, c'est un autre débat, mais ça fait très mal au cœur. La question reste en suspens, on va peut-être y revenir. Mais c'est une question lourde que vous posez. Absolument. Alors, on va terminer avec cette crise de l'éducation et ses conséquences en Afrique. C'est un rapport particulièrement inquiétant de l'UNESCO qui a été livré lors d'un sommet international qui s'est tenu ce 17 juin. Un rapport qui nous renseigne sur les conséquences financières et sociales du recul des investissements dans l'éducation et la formation de la jeunesse en Afrique notamment. On y apprend que le manque chronique d'investissement dans le secteur de l'éducation et de la formation représente pour les États concernés un manque à gagner de 430 à 560 milliards de dollars en moins pour les budgets des États. Alors on parle de manque d'investissement dans le secteur de l'éducation, déficit chronique dans la formation de la jeunesse, déscolarisation continue des enfants et crise des apprentissages et des compétences. Alors Alfred, le problème n'est pas nouveau, mais il est de plus en plus inquiétant parce que le recul de l'État dans le secteur de l'éducation est quand même de plus en plus alarmant. Non seulement alarmant, mais c'est dire aussi que de l'autre côté, quand on y regarde de très près, il y a cette poussée de la jeunesse africaine des enfants vers l'école. Le paradoxe est là. Il y a cette démographie, cette jeunesse qui est là, qui veut aller à l'école, mais les États sont incapables de leur offrir le cadre justement de formation, de scolarisation qui conviennent. Mais c'est vraiment dans toute l'Afrique comme ça. L'enquête justement de l'UNESCO est très parlante, mais on le constate. Moi, je reviens de Yaoundé, j'ai vu cela, évidemment. Il y a prolifération des écoles partout. Mais le problème, c'est la formation des enseignants, c'est la capacité des familles à envoyer... Prolifération d'écoles privées, vous voulez dire. Exactement. C'est un phénomène qui date quand même des ajustements structurels. Absolument. Ce n'est pas pour autant renforcer la scolarisation et l'apprentissage, et les apprentissages. Tout à fait d'accord de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, ça compense que les États n'arrivent pas à faire justement, offrir cet enseignement du primaire au secondaire de qualité, avec la réforme des manuels, avec la didactique, la pédagogie qui conviennent, avec des salaires dignes pour les enseignants qui ne sont pas dans de très bonnes conditions, et puis leur formation. Et ça va vraiment du primaire à l'université. Moi, j'ai vu mes collègues de Yaoundé 1, ou d'autres qui sont venus de Bouéa, de Djang, etc., qui sont toujours dans cette idée que c'est un très beau métier, mais qui sont dans cette idée de sacerdoce, on est là pour, mais qui demandent justement à avoir les moyens d'exercer leur métier dans de très bonnes conditions et pour justement cette jeunesse-là. Il faut dire que le nombre d'enfants déscolarisés dans le monde a atteint cette année 250 millions d'enfants, dont près d'un tiers est en Afrique subsaharienne. Alors, Idrissa Ouazziri, comment expliquer ce désengagement de l'État dans ce secteur qui est sensible, dans un monde aujourd'hui qui est en pleine accélération? Je pense que c'est là que nous devons plutôt s'arrêter pour regarder. Nous avons parlé tout à l'heure de sécurité, d'insécurité, de crise de politique, de démocratie. Je pense que c'est sur l'éducation que l'Afrique
et je pense pourra demain se faire et se développer. Moi, je pense que la panne que nous avons aujourd'hui, elle est à rechercher dans les premières mesures d'ajustement structurel du Fonds monétaire international dans les années 90. Nous avons aujourd'hui un secteur éducatif qui est totalement en panne via la mauvaise qualité de l'enseignement. Un pays comme le Niger, aujourd'hui, il est très difficile lorsqu'on a en tout cas les moyens, qu'on a la volonté de vouloir donner une bonne éducation scolaire à son fils, sauf si on n'a pas les moyens de l'envoyer dans l'école publique. Or, moi je me souviens, dans un passé récent, les meilleurs étaient dans les écoles publiques. Le privé ne récupérait que les élèves chassés qui avaient des problèmes d'indiscipline ou qui n'avaient pas de bons résultats. Cette tendance s'est renversée, c'est très inquiétant. Je pense qu'il va falloir que les Nations Unies, l'UNESCO, prennent, je pense, des mesures coercitives pour imposer aux États de débloquer, je pense, on demande aux États d'investir 20% de leur budget dans l'éducation et la plupart des États africains ne souscrivent pas à cette obligation, à cet engagement. Je pense qu'il faudrait veiller à ce que ce montant de 20% sur le budget puisse être libéré parce que le développement, la réponse à tous les défis aujourd'hui que nous avons s'appelle l'éducation. L'éducation, les apprentissages, la formation. Le renforcement des compétences, comme l'on dit. Rapidement, 1 minute pour vous, Guy, et 1 minute pour Grégory. Faites cette performance, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On va essayer. Non, mais alors, ce que je constate, alors ce que Alfred et notre ami ont dit est très juste. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas que les pays du Sud qui sont touchés. Pour une fois, c'est vraiment un phénomène mondial. Et je rebondis sur votre commentaire. Oui, mais particulièrement les pays d'Afrique du Sud. Mais et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Oui, non, mais c'est un phénomène mondial que j'attribue, moi, à une vision libérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans tous les pays du monde sont frappés par cette manie de sous-investissement dans des secteurs aussi informels, si je puis me permettre, que l'éducation. Et il y a une corrélation quand même directe entre développement et éducation. Si on ne forme pas les enfants, on ne forme pas les soldats de l'éducation, on ne forme pas justement, je dirais, les conducteurs de développement. Absolument, sauf que c'est l'avenir qui est hypothéqué. On est d'accord, sauf qu'il se trouve que la plupart des dirigeants... Alors dites-le, faites l'appel aux États pour que les États tiennent leurs engagements de 20%. Je vais lancer cet appel. On assiste véritablement à un mal des États africains, parce que 60%... Alors à Madagascar, ça se passe comment? Dites-nous, oui, vous qui êtes... Juste avant de qui connaissez bien Madagascar. 60% des populations subsahariennes ont moins de 20 ans. Donc ça veut dire que le chantier est très grand et que là, on est en train de périr toutes des générations entières sur l'avenir des pays africains. Madagascar, en fait, elle n'est pas étrangère à ce qui se passe sur le continent. Quand bien même le ministère de l'Éducation nationale est le 3e plus grand budget, ça demeure insuffisant parce que les écoliers, malheureusement, n'ont pas des conditions suffisamment pour pouvoir étudier, notamment les bancs scolaires, au niveau des écoles. Et pourtant, au niveau de la scolarisation, on assiste à 95% des Malgaches qui vont à l'école. Mais le problème, c'est que le niveau, on se rend compte, c'est quand ils ont fait des tests à la fin du primaire et du premier degré, ils ne savent même pas lire un paragraphe quand on leur présente un paragraphe ou même faire des mathématiques. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé parce que c'est des cas similaires qu'on voit sur l'ensemble du continent. Un sujet dont on reparlera certainement, un sujet important, central, je veux dire, dans la vie des nations, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique tout court d'ailleurs, parce que la question se pose également en Afrique du Nord, en Afrique du Nord comme en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup Idrissa Waziri d'être venu. Merci à vous. Idrissa Waziri, co-coordinateur de l'initiative Coalition Sahel Démocratie. On va suivre donc vos actions. Et vous êtes, il faut le rappeler, vous avez été conseiller spécial à la présidence de la République du Niger. Alfred Sango Lokoro, merci d'être venu, maître de conférence à la Sorbonne. Guy Debal, merci beaucoup, consultant en entreprise. Et Grégory Sileni, merci à vous, cofondateur de Madagascar Média. Merci à toute l'équipe technique de Global Africa Télé-Sud. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez surtout soin de la beauté des choses. À très vite.